Ça dit quoi? Hello. Hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi. Aujourd'hui, on est avec Pan Nalin, qui est le réalisateur du film La Dernière Séance, qui est actuellement en salle. Et du coup, on va parler de cinéma avec Émilie et Pan. Est-ce qu'on a bien prononcé votre nom déjà? Oui, Nalin, Pan Nalin. C'est ça, super. Parfois, comme en français, ça fait Nalin, mais c'est Oui. Nalin. Ok, parfait. Du coup, on a eu la chance de voir votre film, c'était très cool. Ouais. Et on se demandait, c'est un peu une déclaration d'amour au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est autobiographique? Oui, le film est inspiré de mon enfance dans le nord-ouest de l'Inde, parce que j'avais grandi à la campagne. Et c'est pas seulement autobiographique, mais j'ai même réussi de tourner une grande partie de tournage à côté de mon village. Le même gare, l'école que vous voyez dans le film, c'était mon école. Et le cinéma Galaxy, en fait, c'était fermé depuis 20 ans. Mais là-bas que j'avais vu mon premier film. Et c'était fermé et c'était devenu une sorte de, comment on dit, garage pour stocker canne à sucre. Parce qu'il y a beaucoup de canne à sucre dans la région. Et finalement, on a reconstruit cette salle de cinéma pour faire le décor. Et l'autobiographique aussi, c'est pas seulement mon histoire, mais aussi j'avais un ami quand j'étais jeune, gamin, il s'appelait Mohamed, comme prophète Mohamed. Il était projectionniste et on était devenus vrais amis. Et j'avais fait le vrai échange de mon lunchbox, mon repas d'école avec lui, en échange pour regarder le film. et c'est une partie de l'histoire, c'est aussi, ça appartient à lui. Et c'était quelqu'un qui était plus âgé que vous aussi, comme dans le film? Oui. Il était beaucoup plus âgé. Moi, j'avais à peu près, je crois, 10 ans, et lui, il avait 35 à peu près. Oui. Okay. Il avait 2 enfants aussi, il était marié. Ok, c'est vraiment le personnage de Fazal qui est dans le film. Oui, Fazal qui est dans Exactement. le film. Okay. C'est vraiment inspiré de Mohamed, Fazal. Le film, il est vraiment inspiré de son histoire, parce que j'ai pas voulu faire film sur mon enfance, ça m'intéressait pas parce que c'était trop sentimental, c'est quelque chose que j'avais évité. J'étais parti loin de tout ça. Mais en 2010, quand j'avais visité mes parents, en 2011 je crois, Mohamed, parce qu'il va pas bien. J'ai dit mais pourquoi pas, et je vais chez lui et il était là dans la rue avec un petit tapis, et il vendait des légumes, des tomates, des courgettes. J'ai jamais vu comme ça. J'ai dit, mais j'ai imaginé tout le temps dans ma vie, il est avec ses bobines, la salle de projection. C'est le paradis pour lui. Et il m'a dit, mais j'étais viré parce qu'il y a, les salles sont transformées en numérique et c'est pas seulement moi, mon copain de village à côté. On est 250 000 qui sont perdus l'emploi. Et après, on a printé ensemble. Et c'est resté avec moi. Et ça, c'était un clic. Petit à petit, toutes les histoires dans ma famille, avec mes amis d'enfance qui sont sortis. Mais tu sais, cette histoire de pellicule, quand on était jeune, on avait fait ça. Et là, comme ça, la première chose que j'avais, c'est la fin du film. Et après, avec toutes les anecdotes, il y a eu naissance de ce film. Ok, c'est trop intéressant. Ok. Vu que vous avez étudié le design, oui. Est-ce que ça a son importance dans votre travail aujourd'hui? Absolument, parce que quand j'étais jeune, je ne savais pas du tout comment faire du cinéma, est-ce qu'il y a d'école, rien du tout. Et heureusement, j'avais un prof de Beaux-Arts qui était quand même, il a compris mon passion pour le cinéma. Et il m'a dit, mais tu sais, pour être dans l'école de cinéma en Inde, il faut avoir le diplôme de la université. Il faut attendre que tu devrais faire toutes ces études. Mais j'ai dit, j'ai pas le temps, ça va prendre 10 ans pour faire le film. D'où le personnage du professeur qui, dans le film, dit au petit garçon, oui, tu devrais apprendre l'anglais et partir... Est-ce que c'est aussi inspiré de ça? C'était absolument, c'est comme ça s'est passé. Oui, le prof, quand il m'a dit qu'il faut absolument parler anglais, c'est la grande réalité de l'Inde, même aujourd'hui.
ça n'a pas changé. En plus, avec l'Internet et tout ça, c'est augmenté. Ouais. Parce qu'en Inde, c'est impossible d'avoir carrière dans n'importe quel métier aujourd'hui, sans parler anglais. On ne peut pas devenir banquier, ingénieur, médecin, rien. Mais moi, je ne savais pas, je ne parlais pas anglais et il m'a conseillé que il faut que tu fasses quelque chose qui est proche de cinéma. J'avais fait beaucoup de dessins, j'avais fait du théâtre des enfants dans l'école, des choses comme ça. Il avait vu qu'il y a un côté painter, qui je ne savais pas du tout ça veut dire quoi, un artiste, ça peut être une métier, qu'on peut faire tableau et gagner la vie. Dans le village, si j'avais dit à quelqu'un, ils vont rigoler, mais à ce moment, j'ai décidé que peut-être je devrais quitter. Tu vois, il faut que je parle anglais, Et à ce moment, mon père, il avait aussi compris que là, c'est trop tard. Il est devenu fou de cinéma et on peut rien faire. Et il avait reconnu même ma passion. J'ai dit, mais je ne vais pas devenir médecin, pas comptable. Il avait une idée que si je vais étudier, parce que toute sa vie, il avait vu le maître de la gare. Bien sûr. C'était le plus important personne dans notre village, Station Master, c'est le nom anglais. Et il a dit, mais tout le monde le saluait, il croyait que voilà, il faut devenir un jour Station Master. Aujourd'hui, c'est assez, les parents sont quand même assez réticents à laisser leurs enfants être artistes ou travailler dans le cinéma ou quoi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un peu en parallèle au film où il fallait apprendre l'anglais pour pouvoir étudier le cinéma, est-ce que vous trouvez que l'entrée au cinéma aujourd'hui est assez élitiste et que c'est compliqué de rentrer dans ce milieu-là? En Inde, et même, je veux dire, en Hollywood aussi, c'est assez élitiste. Parce que ça coûte énormément de l'argent pour faire du cinéma. Et après, ça peut être Hollywood, ça peut être n'importe où, même en France. Si on n'a pas de bonnes relations, j'ai vu des gens avec des talents énormes. Mais j'étais dans le jury des longs métrages, courts métrages, j'ai vu des films philippins, cambodgiens, avec le talent fou des réalisateurs, des réalisatrices. Là, ça fait 15 ans, je n'avais jamais vu qu'ils ont arrivé à faire deuxième ou troisième film, parce que certains abandonnent, parce qu'il y a lui, il faut nourrir la famille. C'est compliqué. En plus, dans le pays comme l'Inde, on a aussi beaucoup de népotisme. C'est ça en français, népotisme. Oui. Et 50%, on peut dire, ou même plus, si vous regardez, grande partie des réalisateurs, comédiens, producteurs en Inde, ils ont hérité la famille dans le cinéma et tout de suite, tu n'as pas besoin de faire rien. Si ton premier film ne marche pas, deuxième, troisième, il y a des comédiens qui ont fait 30 de films, mais les parents, ils n'ont pas arrêté. Mais peut-être après 30 ans, il va avoir un succès. Ça, c'est une compétition pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est pas facile, il faut rester assez dur avec la tête, le cœur et tout. Il y a une image de glamour et tout ça, mais derrière, depuis 22 ans, je fais de cinéma et j'ai rencontré des gens qui sont craqués énormément. J'ai vu des grands stars tomber, comme on dit vraiment, qui ont été dans le sommet. La première fois quand je suis venu en France, j'avais coproduit un film de réalisatrice Yolande Zuberman, qui était à Cannes, et comme ça, j'arrive tout de suite à Cannes et j'avais rien fait dans ma vie pour l'instant. Et tout de suite, j'ai une très jolie chambre, je suis sur le tapis rouge. Et j'avais même pas réalisé un long métrage. À ce moment, j'ai rencontré une actrice, parce que quand le film est dans la sélection officielle, tout de suite tout devient facile parce qu'on est invité partout. Et j'avais rencontré Solveig Domartin, qui était la star du film de Wim Wenders, Les Ailes du désir, Jusqu'au bout du monde. Elle a fait 4 films. Et quand elle est arrivée à Tapis Rouge, si vous regardez sur YouTube, mais il y a les gens crient. C'est parce que Les Ailes du désir étaient Wings of Desire. C'était même à Hollywood. Et après, j'ai continué mon travail en Inde. J'ai fait mon premier long métrage. Elle est venue présenter à UGC Ciné-Cité Léal. Et donc, 3 ans après, je ne trouve pas le trace d'elle. J'avais rencontré des amis d'elle. Et après, elle m'a dit, mais elle va très mal. Et plus tard, on ne sait pas comment, mais elle était morte. Ah oui. Elle a passé dans une dépression, je ne sais pas, il y a eu des trucs énormes. Je ne sais pas, mais c'est juste un seul exemple. Mais on a vu des choses
assez dur. Le métier, c'est pas facile. Et souvent, les jeunes, quand ils me demandent, on peut dire oui, courageux, faire les trucs honnêtes, faire les histoires, travailler bien, travailler dur. Oui, tout le monde a le talent, il n'y a pas de ça. C'est vrai. C'est la seule chose, c'est vraiment trouver les relations. Et après, c'est la chance et le destin. C'est vrai, parce que c'est vrai que vous, vu que le film est un récit un peu autobiographique inspiré de votre vie, j'imagine qu'à cet âge-là, vous n'aviez pas du tout conscience de tout ce que l'industrie du cinéma représentait. Et il y avait juste un rêve. En fait, le cinéma, c'était quelque chose de magique pour vous. J'imagine comme aux yeux de Samaï dans le film. Comment vous concevez le cinéma comme un art, mais aussi comme un rêve qui permet aussi de sortir un petit peu de sa vie. Comment vous voyez les choses? Pour moi, cinéma, ça me fait toujours rêver, même aujourd'hui. Quand je suis aussi cinéphile, quand je regarde le film, j'oublie, je suis un cinéaste ou un réalisateur et scénariste. Je deviens vraiment le Samaï que vous avez vu dans le film. Et à cause de ça, quand j'étais dans certains jurys, dans les festivals, j'ai beaucoup de mal avec d'autres jurys parce qu'ils regardent à travers tout ce qu'ils ont appris sur le cinéma. Et même, je sais que ce soit aux Oscars ou à Cannes, les jurys ne regardent même pas toute la sélection parfois. Oui, c'est pas possible parce que là, je vote pour l'Oscar et pour aussi European Film Academy et c'est impossible de voir 600, 700 films. Bien sûr. Non, mais au moins la sélection officielle, je dirais. Oui, mais même sélection officielle quand on arrive à shortlist. Mais je crois que c'est regarder le film comme un enfant avec innocence. On donne une chance à n'importe quel réalisateur. Ça peut être film commercial, mainstream, Hollywood, indépendant. Mais je crois que si je regarde un film, je vais consacrer 2 heures avec toute honnêteté. Après, on n'aime pas le film, on aime. Il y a des films qui vont nous faire rêver. Mais je vais pas commencer à juger tout de suite parce que j'ai vu comment c'est dur de faire un film. C'est un miracle si on arrive à faire un film aujourd'hui. Et en plus, si on peut sortir, c'est encore un autre miracle. Oui, parce qu'on se demandait, le film est sorti en 2021, mais du coup, il apparaît en salle aujourd'hui en France seulement en 2026. C'est dû à quoi ce laps de temps? C'est normalement, on avait fini le film en 2022. C'était date de production, c'était 2022. Et après, on a fait l'avant-première à New York, à Tribeca Film Festival. Et les sorties sont commencées à partir de 2023, une fois qu'on était sélection officielle de l'AN pour les Oscars. Et après, il y a, comme on dit, pré-nomination. Il y avait 104 films pour le meilleur film international. Et nous, on était votés par l'Académie des Oscars pour les 15 prénominations. Quand on est dans le shortlist, il y a eu beaucoup de buzz. Et à ce moment, et à partir de Toronto, le prix du public et des choses comme ça, et un prix de meilleur film en Espagne, il y a beaucoup de distributeurs qui ont commencé à acheter le film. Oui. Parce qu'après la pandémie, ça continuait jusqu'à 2022 et il y avait des festivals qui ont été encore virtuels. Le Tribeca, c'était le premier festival qui était en personne. Sur 2022, il y avait encore des échos. Il y avait 30% des salles qui ont été fermées. Les gens, ils achetaient très peu de films. Et oui. Le droit pour le film, c'était avec une société qui s'appelait Orange Studio, qui est devenue Studio Canal. Et dans cette transformation, il y avait des complications, je ne sais pas. Mais à la même temps, nous, on avait vendu le film on sortait dans le film dans 70 pays. On a commencé avec 23. Chaque mois, 2 mois, il y avait une sortie. On a commencé avec Japon, on a continué Espagne, Allemagne, Scandinavie, Corée du Sud, l'Inde, après États-Unis, Canada. Et jusqu'à je crois l'année dernière, mois d'avril, on a fait Brésil, Mexico, Pérou. Maintenant, le film va passer sur la plateforme de streaming. Oui. Et on n'avait pas d'espoir pour la France parce que France c'est toujours compliqué parce que comme j'avais dit ici vous n'avez pas de forte relation, vous pouvez pas sortir de film ici et aussi beaucoup de salles, je dis franchement, j'ai dit à d'autres personnes, pour eux ils croient que le film s'il n'est pas passé à Cannes, Venise, à Berlin, c'est pas du cinéma. Ok. Vous n'êtes pas réalisateur. Et c'est pas seulement moi. Je connais 50 réalisateurs comme ça, de Singapour, Corée du Sud, Afrique, partout. Parce que si on n'a pas cette
recognition par le Cannes, on ne peut pas l'expliquer. Le Cannes, c'est une fois dans l'année, dans le mois de mai. Et la pression financière, c'est notre histoire. Par exemple, si je termine mon film à fin mars, et j'ai l'investisseur, et c'était ça aussi dans notre cas, il ne va pas attendre 14 mois et sans garantie qu'on va être sélectionné ou pas. Ça veut dire qu'il faut 14 mois bloquer de l'argent. So, c'est extrêmement compliqué. Et pour ça aussi, le distributeur, tout ça, pour eux, c'est pas important qu'on a gagné quand même 27 prix dans le monde entier. On a fait 30 semaines dans les salles au Japon, 30 semaines avec Shochiku Studio, et notre film est sorti par les plus grands studios. C'est pas les indépendants. Shochiku Studio, si vous regardez, c'est 112 ans, il existe. C'est le premier film indien qu'il sort. Et même avec ça, on n'a pas pu impacter. Ah ouais, c'est... grâce à ça, on n'a pas de salle. Il ne va pas voir le film. La salle sur Paris, il ne va pas visionner le film. Là, vous êtes actuellement dans combien de salles à Paris? On est sur 2 salles. 2 salles? 2 salles, c'est tout. L'UGC? UGC, mais je crois la Défense, dans le banlieue. Sur Paris, on n'a pas l'UGC. Et sur Paris, on a Espace Saint-Michel et Pathé-la-Villette. C'est Friday Entertainment, votre distributeur en France. Comment vous avez réussi à le trouver, du coup? C'est eux qui m'ont trouvé. C'est eux qui m'ont trouvé. Ils ont dit qu'on adore ce film. Et pourquoi il n'est pas sorti en France. Et eux, ils sortent beaucoup des grands films de Bollywood, de Sud-de-Land. Mais leurs spectateurs, c'est diaspora. Des Tamils qui vivent ici, les Indiens qui vivent ici. D'accord. Ce film, il n'est pas du tout sorti de la même manière. Il arrive juste avec un seul post d'Instagram. Et tout le monde est courant, parce que tout le monde attend ce film. Parce que comme si on attendait un film de Nolan, on n'a pas besoin de faire le pub. On met le date, il va sortir 15 juillet, tout le monde vient. C'est pareil avec le film indien. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de projection de presse. Pour eux, c'était la première fois. Ils n'ont jamais sorti leur film dans le cinéma d'ARSC. Ils ne savaient même pas c'est quoi la démarche. Mais eux, ils ont adoré le film. Ils ont dit, mais on a vraiment envie de rentrer dans ce domaine parce qu'on adore le cinéma, on adore ce film. Et ils ont sorti 60 films en France. Et ça, c'était aussi compliqué parce qu'il y a le Monopoly avec les salles. Il y a les programmateurs, il y a beaucoup de gens. Honnêtement, je n'ai pas de notoriété. Et voilà, je vais mettre mon nom. Mais j'ai quand même, autant que réalisateur indien, j'ai sorti beaucoup de films en France. Samsara était un succès énorme en France. Il avait gagné même label de spectateur UGC. On a sorti Le Vallée des Fleurs. J'ai sorti même les documentaires. Mon documentaire aussi, c'était dans 24 salles sur Paris, sur le Kumbh Mela qui était sorti par Sophie Dulac, Diaphana. La déesse indienne en colère, on a sorti, à Paris, on avait 30 salles. Et il est très bien marché. Maintenant, je crois qu'il est sur la plateforme de Canal. Et aujourd'hui, si vous regardez dans tous nos posts de social media de Friday Entertainment, vous allez voir, il y a tellement de commentaires. Pourquoi il ne joue pas chez moi? Le film, pourquoi il n'est pas programmé chez moi? Mais il y a des commentaires des gens de 17e arrondissement, 8e, 17e. Et ça, c'est un vrai... Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un vrai problème. Mais bouche à oreille, c'est bien. Et si vous regardez même, on a envoyé les notes de spectateurs de UGC, Friday Entertainment. Il y a à peu près 150 votes, 5 étoiles. Il y a 4.4 étoiles sur 5. Ils l'ont envoyé. Mais regardez, votre spectateur adore le film. Mais c'est vrai que c'est un peu un parcours du combattant, en fait, parce qu'au final, comme vous le disiez au début, c'est plus vraiment une question de talent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de films qui sont produits, qui sont très bien. C'est plus une question de visibilité. Visibilité, oui. Et c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à mettre les films devant les spectateurs. En France, aujourd'hui, un peu moins, mais... moi, ma famille regardait des films indiens, ma mère et mes sœurs notamment, parce que on est marocains et du coup il y a aussi une grande culture en fait autour du cinéma et des séries de drames indiennes. Mais c'est vrai que nous on a connu que les grands films avec les grands acteurs. Mais Bollywood, exactement. Je sais, j'étais dans le 12 jours dans le jury de Marrakech. Mais on revient sur la question aujourd'hui, je crois, avec le numérique. On a beaucoup de pouvoir. On peut faire les films très facilement.
Le seul problème, c'est le sortir le film. Oui. Oui. C'est Trouver un distributeur. Oui, aujourd'hui, le seul combat, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde devient... Il y a la folie entière dans le Hollywood avec le backroom et Obsession. Oui. Oui. Mais ça veut dire, il y a juste une ignorance. Oui, Oui, bien c'est sûr, vrai. mais c'est parce que je pense que aussi les jeunes, on est un peu habitués à voir juste le devant de la scène, les paillettes, parce que rien que pour nous, moi, avant d'aller à Cannes, je savais pas que c'était tout ça. Pour moi, c'était très glamour. Il n'y avait pas le marché du film, etc. C'était vraiment le tapis rouge. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'essor du jeune cinéma, comme vous disiez, Backrooms, Obsession, c'est quand même des gens qui sont très jeunes. Nous, en France, on a aussi Armand qui ont sorti un film à 22 ans Oui. et qui sont quand même distribués dans énormément de salles en France. Et on se rend compte que c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de travail de fond. Et quand on voit les Américains qui réalisent un film avec 700 000 $, juste avec, disons, en très gros, une caméra, etc., ça donne aussi beaucoup d'espoir aux jeunes. Oui. Aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi lié avec la chance. Parce que les États-Unis, si vous regardez dans 10 ans, moi j'ai vu, il y a des films sublimes. Mais ils n'ont pas tombé dans les mains de distributeurs. C'est vrai. Si vous regardez je parle juste de genre de supernatural thriller ou film de horror. Les Américains s'appellent elevated horror. Oui, Si vous regardez, elevated il y en a plusieurs. Il y en a tellement aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a eu Weapons, à partir de Oui. là... Par exemple, le même film Obsession, s'il était sorti par un distributeur indépendant, on n'avait jamais parlé. C'est le pacte, on est quand même un très gros distributeur. Oui, c'est absolument. Et c'est la manière de pousser. Et ça vient de conviction. Conviction, c'est en français, c'est ça. Tous les films que vous regardez aujourd'hui, ça vient que avec la conviction. Si on fait analyse, le scénario, il est pas bien, le réalisateur, il est mauvais, mais qui va voir ce film? Films n'ont jamais marché. Oui, mais si on a fait avec la conviction, il y en a tout le temps des exemples. Mel Gibson, il a voulu réaliser Passion, il avait fait tous les studios. Il était Mel Gibson oscarisé. Ils ont dit non, on n'aime pas, ça ne paie pas, c'est trop de l'argent. Et finalement, il va investir 25 millions de dollars de sa poche, lui-même. Et puis, il a fait 700, 800 millions de box-office, d'entrées. Et c'était la conviction, parce que tout le monde a dit non, mais non, je voudrais faire ce film. Oui. Et j'ai vécu un petit peu ça avec mon premier film, quand j'ai fait film au Ladakh, Samsara. Ça fait très longtemps, mais j'avais 6 ans de non partout. J'ai les lettres de rejet comme ça, un dossier. Et j'ai dit, mais... j'ai continué à écrire d'autres scénarios parce qu'il y avait le mode Dogma qui était commencé par Lars von Trier, c'est caméra épaule, little budget et il faut tourner le film. Mais à la même temps, heureusement, j'ai tombé sur un producteur allemand et qui avait adoré mes courts-métrages documentaires. Et il m'a dit, mais t'as pas envie de faire un long-métrage? J'ai dit oui, j'ai 10 de scénarios. Ah oui, ok, sur lequel tu vas faire le premier? J'ai dit, je sais pas, c'est ça qui est il m'a dit, mais pour toi, c'est le scénario le plus difficile? J'ai dit, il y a un film qui s'appelle Samsara, qui se passe à 4 000, 5 000 mètres d'altitude dans les Himalayas. Personne n'a tourné le film là-bas. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hôtel. Mais j'ai fait des 2 documentaires. J'ai vraiment envie de faire cette partie. Je voudrais faire ce film là-bas. C'est histoire d'amour sensuel avec spiritualité, contemplative. C'est à cause de contemplation et la spiritualité, personne ne va financer ce film. Et il a dit, j'adore le scénario. Et tu me dis, tu peux faire ça avec 600, 700 000 $, mais c'est pas possible. Ah, oui. Là, les endroits, il faut préparer comme l'expédition pour l'Everest. C'est vrai. So, j'ai dit, mais croyez-moi. Il a dit, mais j'étais jamais en Inde. J'ai dit, mais croyez-moi, s'il vous plaît, si vous donnez le scénario. So, il a dit, mais je vois que tu vas mourir pour faire ce film. Exactement. Mais il a une idée, mais d'autres producteurs, il ne faut pas ça. Il a dit, OK, on fait un deal, j'envoie mon line producer, producteur exécutif, qui s'occupe de toutes mes productions, et elle va venir avec toi au Ladakh, dans les Himalayas, vous allez passer 3 semaines, je vous donne tous les moyens, je finance, et si elle revient avec tous les chiffres
que tu nous as dit de ce budget de 700 000 euros, et si on peut faire le film comme tu as écrit, de 700 000 euros, avec tous les extras, les figurants, les paysages, on fait le film. Ok. Tu dis, ok, deal. Et s'il revient en vie aussi, il faut Et c'est revenir comme ça, on est parti avec Claudia Stéphane en Himalaya. Et 3 semaines après, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais on peut faire ce film. Et comme vous dites, en fait, c'est vrai que c'est une question de prise de risque et de conviction. Oui. Après, il y a de la chance aussi, bien sûr, et le talent qui rentre bien sûr là-dedans en ligne de compte. Mais pour revenir au film, c'est un peu ce que raconte le film aussi. C'est que le petit Samaï, il lâche rien, il lâche pas l'affaire. Il est passionné par ça et il cherche tous les moyens possibles pour pouvoir être dans le cinéma, dans le milieu du cinéma, toucher une pellicule. Voler des pellicules. Exactement. Exactement. Et, Est-ce que vous avez volé des pellicules? Oui. oui. Ah ouais, Oui, ok. mais ça, c'est une vraie histoire. Et Ah, en d'accord. plus, j'avais passé 4 nuits dans le Juvenile Home, c'est les prisons des enfants. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a cette scène dans le film où, en fait, le petit, il fait un petit peu de la peine. Mais il fait de la peine, mais en même temps, il nous rappelle aussi un petit peu nous, quand on était petits, avec toute l'innocence qu'il y a, et le fait que, même si on est très loin, dans un petit village, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui projette des films. Ça peut être la musique pour d'autres personnes, ça peut être n'importe quelle forme d'art, mais ça nous sort un petit peu aussi de notre quotidien. Et ça, on a trouvé ça très bien aussi dans le film, c'est que au-delà de la lettre d'amour pour le cinéma, c'est pas que ça. Ce que le film raconte, il y a aussi beaucoup d'explications sur la lutte des classes, des castes aussi qui sont très importantes en Inde. Le cinéma, ça vous a permis de sortir un petit peu de ça, de garder cette importance, de rendre compte de cette histoire-là et de comment ça fonctionne en fait en Inde, où les choses sont très cadrées et chacun est censé rester à sa place, quoi. Je crois que c'est bien sûr inspiré de tout ce qu'on a vécu en Inde. Quand j'ai fini le film, je crois que c'est souvent avec le spectateur, la lecture de film, ça varie tellement dans certains pays et c'est incroyable, on n'avait jamais pensé. Et je crois que c'est nous, moi j'ai resté fidèle à beaucoup d'histoires que j'avais vécues. So, par exemple, le plus grand question en Inde, c'est les hindous et les musulmans aujourd'hui. Mais nous, jusqu'à un moment que je suis venu dans la grande ville comme Mumbai, on ne parlait pas de ça dans notre village. J'avais des copains, on n'avait jamais parlé, on partait repas, on jouait ensemble. Il n'y avait jamais cette politique. Bien sûr, qui quand n'était on pas est jeune, rentrée on s'en rend pas compte dans tous les cas. dans le village. So, j'ai voulu garder ce côté-là. Innocence un peu. Innocence un peu, on avait décidé, c'est l'Africain qui vit dans notre village, qui sont arrivés, ça fait 6 siècles en Inde. J'avais un copain comme ça, dans le bande de Samaï, tout ça c'était important, mais j'ai pas voulu parler de ça parce que l'histoire, mais parfois dans certains pays, ils ont assez impressionné, surtout en Chine, dans tous les débats c'était exceptionnel parce qu'ils ont dit mais c'est le meilleur film sur la cohabitation pour les hindous et musulmans. J'ai dit mais non, j'ai pas fait ça le film. C'est ça, je trouve, c'est bien, c'est un conditionnement universel qu'on se retrouve des histoires de notre manière. Et c'est pareil pour le problème de caste ou la question de langage. En Chine aussi, ils ont dit, mais nous, on a... aujourd'hui, ça vient, on dit discrètement parce que sinon, les politiciens vont être fâchés. Mais il faut apprendre l'anglais pour ça. Bien sûr. C'est dans le petit village, on parle souvent de ça. Mais... Okay. Et d'ailleurs, Samaï, comment il a été casté? Parce qu'on trouvait tous les deux qu'ils jouaient extrêmement bien et que pour un enfant, c'est quand même assez compliqué de voir aussi les enjeux d'un film, d'apprendre un texte. Est-ce que c'était vraiment scripté ou est-ce qu'il avait quand même libre d'interprétation ou... Très compliqué de faire ce casting. Et on a 2 fois arrêté la pré-production de film parce que après on avait vu à peu près 700-800 candidats. Ah oui. Et on a dit mais il n'y a pas de Samaï. L'idée c'était comme Samaï, il porte la film. Il faut un comédien professionnel, même il est jeune. Parce que c'était la première idée dans notre tête. C'est ça qui est la condition de la métier. Oui, bien sûr. Il vous pousse que non, je ne peux pas financer le film s'il n'y a pas de comédien professionnel. Et ça vient de partout, l'investisseur, producteur, coproducteur. Et on a dit oui, vous avez raison, oui, comme il porte le film, on va chercher comédien professionnel. Mais en Inde, quand on a commencé toutes ces auditions, les enfants sont tellement influencés par télé-réalité et cinéma de Bollywood. En fait. Cinéma de Bollywood.
Et c'était catastrophe. Ah oui. Parce que dès qu'ils rentrent dans la chambre, ils ont même pas 9 ans et ils vont marcher comme Shah Rukh Khan. Ouais, c'est ça. Si vous connaissez un grand star, Salman Khan, qu'il a toujours, Oui. il marche comme Il ça bombe le toujours. torse. Et il a même pas 9 ans, il arrive comme ça. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que... Olé, what do you want to do? Ouais, c'est pas authentique, quoi. C'est pas authentique, c'est J'ai dit, vraiment... mais- Ça va, lui, il est tout mignon, Ouais. il est tout Tout- innocent. Mais t'as compassion, t'as que de compassion pour cette gamin. C'est catastrophe. Ça me fait mal à dire les enfants, tu vois, ils ont En même plus, pas il faut 7 leur ans. dire non. Et Oui. comment il faut dire non, tu vois, avec les adultes, on peut être franche. Et là, il faut trouver tout un système de dire non, où on va t'appeler, il va rester en espoir. Oh non. Oui. Oh. Retourne à l'école. Et après, à peu près 1500 auditions, on a dit, OK, Ah ouais. là, c'est les 2 grandes villes. Et on a beaucoup discuté avec notre casting director qui s'appelle Dilip Shankar, l'Odyssey Ah oui. de Pi. Ah oui, d'accord. C'est l'enfant, c'est lui qui a trouvé. Ah oui, d'accord, ok. Suraj Sharma, Ah oui. c'est Dilip qui a trouvé. Il était aussi casting director de Wes Anderson pour Darjeeling. Ah oui, d'accord, ok. Oui, sur ce Dilip, on a commencé à discuter et il y avait 2 autres assistants. Et j'ai dit, mais comme on avait fait dans les Himalayas sur le Vallée des Fleurs, on avait créé un band de bandits avec les comédiens non professionnels, de vrais tribus. Et pourquoi on... sauvage, du coup, c'est... Oui, c'est tribu combien? sauvage. Et pourquoi on ne va pas vraiment à l'intérieur et donner un chance à un comédien non professionnel? Ce n'est pas les comédiens, c'est non-acteurs. Oui. On cherche partout à attaquer toutes les écoles dans tous les villages. Et là, quand on avait vu le premier tape, les vidéos, on a dit, oh, wow, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui est incroyable. Et un d'assistant casting director, il était une fois presque tué par le villageois parce qu'il parlait avec tous les enfants. ok. Ah oui, c'est vrai que Et ça on peut a être- Ah oui, c'est oui. le mob mentality, lynching. Ça Bah veut ouais. dire Oui, on le tue. bat. Parce que quelqu'un dit, ah oui, le kidnappeur d'enfants, il est arrivé. Ah bah oui, oui, ok. Oui, le Et kidnappeur. personne ne Ah oui. t'écoute. Personne ne t'écoute. Bien sûr. Il y a 300 personnes qui sont arrivées, ils ont commencé à saigner, ils Ah l'ont ouais. tapé, ils ont détruit le moto. Ah ouais, Heureusement, Il était venu juste chercher un il s'est fait gueule. marbrer. mais s'il y avait le prof, parce que le même jour dans la matinée, il avait visité le prof dans la petite école. Elle passait avec son vélo. Il a vu, mais ça c'est le casting directeur. Et si elle n'était pas là, il était mort. Ah ouais. Ah oui, oui, il était mort ou si le flic devrait arriver, mettre lui dans le prison. Il a dit, mais arrêtez, il a commencé à crier, stop, stop, stop. Ah oui, c'est donné pour pouvoir trouver le bon acteur, mais c'est important dans un film comme ça, d'avoir la bonne personne. Bien sûr. Et il me dit, Nalin, sir, on a trouvé 6 personnes qui sont vachement bien. Et là, il a tout le sang qui coule. On a dans le making-of. Ah, c'est drôle ça. Mais you are bleeding. Ah, man. C'est des anecdotes qui sont plutôt drôles pour le making-of. Et dans tout ça, on avait observé Samay qui s'appelle Bhavindra Bari. Et il était exceptionnel. Et finalement, on a sorti du groupe et on a fait extrêmement gros plan sur juste les yeux. C'est vrai qu'il a un regard qui est C'est vrai. très Oui. attendrissant. Et dans l'extrême gros plan, on a demandé les réponses de ta mère, ton frère, ton premier smartphone. On a fait un clip de 40 secondes et on a projeté dans notre avec des assistants réalisateurs chez Pop. Il y avait juste gros plan, rien d'autre, 40 secondes. Et on avait les, comment on dit, Frisson, goosebumps. les frissons, ouais. Ouais. Ah bah, wow, il y a quelque chose qui passe, mais le mec, on il est triste, il est remonté. Et il sourit avec ses yeux. Ouais. Et là-bas, on a compris qu'on avait trouvé notre sommeil. Trop bien. Trop bien. On va arriver pas loin de la fin. Ouais. Et si vous aviez un film à conseiller à un enfant qui découvre un peu le cinéma aujourd'hui, ce serait quoi? Ah oui, je vais dire sûrement The Kid de Charlie Chaplin. Oui, bah, Charlie Chaplin. Essayer de le montrer un cinéma muet aux premières. Mais c'est vrai que moi, mon grand-père, parce que moi j'ai commencé à aimer le cinéma grâce à mon grand-père parce qu'on avait des cassettes et on avait toutes les cassettes de Charlie Chaplin Oui. et j'ai commencé avec Les Lumières de la ville.
Bah, c'est vrai que c'est du cinéma qui... Parce que dans le film, il y a ça aussi. Il y a un moment où ils essayent de reprojeter des films, mais ils n'ont pas le son. Et du coup, ils doivent trouver des techniques un petit peu, eux, pour pouvoir un petit peu reconstituer le son. Et c'est un peu ça aussi, le cinéma. C'est l'imaginaire qu'on peut mettre dedans. Et exactement, l'interprétation de chacun. Et comment on peut faire passer des émotions juste en se mettant devant une toile et en regardant un film passer. Qu'est-ce que ça procure chez nous, quoi. Oui. Donc en ça, le film, je trouve qu'il est vraiment trop bien parce que c'est vraiment ce que le cinéma nous procure et c'est ce qui fait qu'on aime ça, quoi. Non, mais nous, on est quand même contents parce que là, c'est juste avant que vous arriviez, on a reçu les listes, on est quand même encore dans les 60 salles en France. Okay, et on avait 52. Oui. La semaine dernière, ouais, on a 60. Ça se débloque, en fait, ça veut dire il y a quelque chose qui passe bien. Ouais. Il y a très bon bouche à oreille et j'espère les gens vont découvrir, quoi. Oui. Allez voir le film. Allez voir le film. Allez voir le film. Ok, et ben merci beaucoup. Merci. Et on vous dit au revoir. Salut. Au revoir. Salut.